Une autre journée qui va vers son achèvement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est l'heure pour le grand rendez-vous de s'installer. Merci de toujours nous préférer. Quel sera le temps demain? On le découvre avec la météo. Voilà, ce soir, nous sommes dans le département du Koufo avec les populations de Dogbo. Bonsoir, mesdames et messieurs de Dogbo. C'est un plaisir de vous savoir fidèles à ce rendez-vous. Nous avons 3 rubriques au menu ce soir. L'automédication fait d'énormes ravages en Afrique et même au Bénin. Ses répercussions sur la santé sont bien visibles. Pour la contrer, une nouvelle décision de la direction des pharmacies exigeait une ordonnance médicale pour l'achat de certains médicaments. Est-ce que cette réforme sera suffisante justement pour contrer les répercussions au niveau de l'automédication? On en parle avec Heureuse Danondé et son invité. La série sur le travail des enfants se poursuit sur Autant Savoir et ce soir, nous recevons pour vous un responsable de l'Office central de protection des mineurs pour nous dire un peu comment cet office agit pour lutter contre le travail des enfants. Plus d'inquiétude à avoir pour les futurs chefs d'entreprise. Le plan de développement d'affaires est désormais à portée de main. Un guide a été élaboré pour vous faciliter la tâche. Comment l'avoir et quel est son contenu? On en parle dans la rubrique Experts. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et Nadège Soni est déjà là. On la retrouve pour la présentation des titres. Bonsoir à vous Agnès Bello. Dans cette édition du soir, vous suivrez le compte rendu de la séance d'échange entre Kémy Séba et les sympathisants de l'ONG Urgence panafricaniste. Le rythme traditionnel à Vivi de la région d'Alada en voie de disparition est ressuscité par le peuple Aïzo. Cette cadence peut désormais se jouer à toutes les occasions. Le reportage sur le sujet est à suivre à 19h45. Nous irons ensuite au Sénégal pour parler de cette coopérative espagnole qui accompagne les femmes rurales de plusieurs localités du pays. L'objectif est d'accroître leur rendement agricole pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Merci Nadège Soni, on vous retrouve à 19h45 pour le journal. Il est l'heure de la question de la semaine à présent. Vous le savez, dorénavant, il y a une question toute la semaine et sur ActuWeb, on revient sur vos réponses. La question de la semaine dit ceci: que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Contactez-nous par Facebook et
sur notre site au niveau de l'ORTB pour répondre à cette question. Vous aurez peut-être la chance de voir votre réponse dans le conducteur de Adonis Boron sur ActuWeb. En attendant, le grand rendez-vous peut se poursuivre. Le premier plateau peut s'installer. Nature et bien-être. Voilà, mesdames et messieurs, dorénavant plutôt, quand vous vous rendez dans les pharmacies, vous ne pourrez plus acheter tous les médicaments sans ordonnance. Il y a des médicaments où on vous obligera à avoir une ordonnance. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle réforme. En attendant, je vous invite à suivre ce reportage de Cécile Rondé et de Rosa Nondé qui nous dit tout sur la nouvelle réforme. On reçoit après Heureuse et son invité. Selon moi, l'automédication, c'est le fait pour une personne, dès qu'il se sent mal dans sa peau, dès qu'il estime avoir un problème de santé, se met tout simplement de son propre chef sous un traitement médicamenteux, sans s'en référer à un médecin au préalable, lorsque je ressens un mal. Je peux ne pas une seconde fois ou une autre fois m'en référer au médecin, mais dès lors que je ressens le même mal, je sais ce que le médecin m'avait déjà prescrit une fois, et donc je vais directement en pharmacie me l'acheter. Trop de temps, j'ai souffert de mal. Et donc, par moment, lorsque je commence pas à sentir les manifestations, je me rends à la pharmacie et je prends ce qui m'avait été prescrit. Je prends les mêmes médicaments et puis je me sens à l'aise selon moi. Pour moi, c'est les mêmes manifestations que du mal dont j'avais souffert. Depuis le village, c'est ce que je fais. C'est ma maman qui m'a appris à faire ça. Quand j'ai mal quelque part, je me rends à la pharmacie et demander au pharmacien j'ai tel mal et il me donne ce que je dois prendre. Ça a des risques. Et je devais prendre le dose que je devais prendre, j'ai dépassé et ça m'a causé quelques cas aussi. Je ne peux pas dire que j'ai cessé, mais j'ai continué. Même récemment, j'ai fait ça, mais ça a marché pour ma fille aussi. Alors, l'automédication, on est bien content quand ça marche, mais quand ça foire, c'est là on court à l'hôpital pour pouvoir un peu sauver la situation, une situation qui n'est pas toujours facile à gérer pour les médecins. Donc, dorénavant, vous le savez, il y a des médicaments que vous ne pouvez plus acheter en pharmacie sans ordonnance. Heureuse Anondé a choisi de revenir sur le sujet ce soir. Heureuse Anondé, bonsoir. Bonsoir, Aniad Bello. Comment vous allez? Je me porte bien. Alors, avec vous, on s'intéresse à ces médicaments-là qu'on ne peut plus prendre en pharmacie sans ordonnance. Effectivement, parce qu'il y a eu une décision ministérielle, je crois en date de septembre 2018, l'invité va nous préciser cela, qui interdit désormais ou qui invite les pharmaciens d'officine à respecter la réglementation en vigueur. Exactement. Voilà, donc docteur Koussiwede Conrad, merci d'être là. Merci. Ensemble, on était ensemble le jeudi passé, Oui. toujours pour parler automédication. Oui. Aujourd'hui, on revient pour aborder beaucoup plus les différentes catégories de médicaments et ces types de médicaments qui tolèrent l'automédication et les autres types qui ne tolèrent pas du tout l'automédication. Alors, lorsqu'on parle des différentes catégories de médicaments, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, j'aimerais préciser justement Oui. la réglementation que vous avez évoquée. Il s'agit d'une lettre circulaire de la direction des pharmacies et du médicament en date du 4 septembre 2018. Voilà. C'est bien récent. Qui invite les pharmaciens au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les substances vénéneuses. Ok, les substances vénéneuses. Oui. Rien que ça. Oui, on peut dire rien que ça justement parce que les médicaments contenant des substances non vénéneuses ne sont pas des médicaments à régime particulier. D'accord, mais nous on ne comprend pas. En tant que simple téléspectateur, c'est quoi la substance vénéneuse? Les substances vénéneuses sont des substances qui sont soit dangereuses, soit toxiques, et donc l'utilisation peut amener des effets nocifs chez la personne. En langage terre à terre, puisque je peux acheter le paracétamol sans ordonnance, ça veut dire que le paracétamol est une substance, contient des substances non vénéneuses. Oui, le paracétamol est d'accès libre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de substance. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas d'inquiétude.
par rapport au paracétamol. Par contre, il y a des médicaments qui contiennent du paracétamol associé à d'autres substances. Donc, il faudra faire attention pour ces dernières. D'accord. On va poursuivre dans les échanges sans pour autant citer de noms de produits pharmaceutiques pour éviter toute publicité ou contre-publicité à ces marques-là. Alors, les différentes catégories de médicaments sont lesquelles? Les différentes catégories de médicaments, du point de vue du régime des médicaments en République du Bénin, il y a les médicaments non dangereux. Il y a les médicaments contenant des substances vénéneuses qui sont soumis justement à un régime particulier. Et à ce niveau, on a les médicaments de liste 1, les médicaments de liste 2 et les stupéfiants. Et les stupéfiants, les médicaments de liste 1? Ce sont des produits dangereux dont l'utilisation doit être contrôlée par les médecins, par le personnel de santé. Les médicaments de liste 2 sont des médicaments toxiques qui, utilisés à mauvaise dose, peuvent être létaux. Maintenant, quels sont ces médicaments qui sont vraiment interdits pour, quelle que soit la pathologie, pour éviter toute automédication? Est-ce qu'il y a des catégories de médicaments qu'il faut vraiment éviter à cause de la pathologie dont vous souffrez? Alors, il n'y a pas de catégorie de médicaments à éviter parce que justement, les médicaments sont faits pour soulager, restaurer la santé. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des catégories dont l'utilisation est soumise à présentation d'une ordonnance médicale. Voilà. Et cette ordonnance médicale doit être rédigée par un ayant droit, c'est-à-dire selon le médicament en cause. Ça peut être un médecin généraliste, tout comme ça peut être un spécialiste d'une spécialité donnée. Voilà. Donc, un médecin généraliste ne va pas, par exemple, prescrire un médicament de spécialité, c'est ça? Bon, il y a des médicaments de spécialité qu'un médecin généraliste peut prescrire, mais il y a d'autres qui sont sur les listes qu'il n'a pas le droit de prescrire. Donc, vous faites toutes ces vérifications-là quand vous recevez une ordonnance au niveau d'un client qui se présente au niveau de votre officine? Absolument. Nous devons faire... Nous sommes invités. Voilà, ce qui n'est souvent pas le cas. Bon, c'est le cas. De toute façon, nous sommes tenus de faire ces vérifications et d'en tenir compte avant de dispenser les ordonnances. Oui, mais ça, c'est quand c'est le pharmacien même peut-être qui est derrière le public. Tous ceux qui servent à la pharmacie ne sont pas des pharmaciens. Comment les auxiliaires, eux aussi, ils arrivent à faire la part des choses au niveau des médicaments? Alors, les auxiliaires de pharmacie sont des personnes habilitées à servir les médicaments car ils sont sous la responsabilité du pharmacien. Ce dernier les forme à agir comme si c'était lui-même qui agissait. Donc, ceux qui échappent peut-être à leurs compétences, il a les moyens pour contrôler et pour aviser personnellement avant de dispenser. D'accord. Maintenant, parlons de ces pathologies pour lesquelles une automédication peut être fatale. Bon, en gros, on ne peut pas dire qu'il y a des pathologies particulières pour lesquelles une automédication peut être fatale. On peut dire que l'automédication doit être considérée comme dangereuse dans tous les cas. Voilà. Mais bon, évidemment, lorsque la pathologie appelle à l'utilisation, par exemple, des médicaments de liste des substances toxiques, ces médicaments, évidemment, ne peuvent pas accepter l'automédication dans ce cas. Parce que si je pose la question, c'est parce qu'en fait, on entend certains pharmaciens qui nous disent que, pour éviter d'appeler le nom d'un produit, un produit en vente libre peut être dangereux pour la santé de celui qui le consomme sans prescription médicale. Bon, je peux citer par exemple, il y a une catégorie de substances qui sont particulièrement surveillées. D'accord? Il s'agit des psychotropes et des stupéfiants. Donc, ces catégories de substances sont présentes dans les pharmacies et leur dispensation est rigoureusement réglementée. Voilà. Rigoureusement réglementée? Oui.
Mais je parle beaucoup plus des médicaments qui sont en vente libre. Et qui peuvent quand même constituer un danger. On nous parle de manque d'enzymes, on nous parle d'hypersensibilité, des raisons pour lesquelles on ne peut pas les consommer. Alors que pour nous, quand on a juste un simple mal de tête, on va acheter ce médicament-là. Parce qu'il avait déjà marché avant, en fait. Voilà. Ou qu'on nous l'avait prescrit. Okay. Oui, effectivement, dans un médicament, il y a plusieurs substances. Il y a le principe actif, il y a aussi les excipients. Donc, il y a des personnes qui développent un métabolisme particulier à l'égard de ces substances. Par exemple, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a au niveau du foie, il y a des enzymes qui sont chargées de métaboliser les médicaments. Et il y a des personnes qui ont un déficit de telle ou telle autre enzyme. enzyme. Et donc, un médicament qui peut marcher sur une personne A, sur ces personnes peuvent être potentiellement dangereux. D'accord? Donc, voilà ce que je peux répondre. C'est pour ça qu'on a besoin forcément d'une ordonnance. Voilà. Donc, en allant chez le médecin, c'est que vous êtes protégé parce que le médecin est tenu de surveiller, de vous aider dans ces cas-là. Encore que le médecin qui vous prescrit le médicament, souvent, même si ce n'est pas suite à des analyses effectuées, il prescrit le médicament, il ne vous demande pas. Hein, souvent, si vous êtes sensible ou hypersensible à tel produit, on vous prescrit le médicament et vous, le citoyen analphabète, ne lit même pas la notice. Il consomme le produit, bien que ce soit un produit délivré par un médecin ou prescrit par un médecin, il a les effets secondaires ou parfois même il a d'autres pathologies, d'autres problèmes de santé qui s'en suivent. Exactement, mais on ne saurait généraliser pour dire que les médecins ne demandent pas, non, puisque dans la consultation médicale, il y a l'interrogatoire. Si. Et lors de l'interrogatoire, les médecins posent toutes ces questions-là. Et avant de prescrire l'ordonnance, encore que parfois, votre organisme évolue, l'organisme aussi est évolutif, non? Je suppose que parfois, il y a des aspects qui ne sont pas valables aujourd'hui, mais demain, que vous avez peut-être développé d'autres allergies, d'autres sensibilités. L'organisme, il est complexe. Exactement, vous avez parfaitement raison. L'hypersensibilité également se passe en plusieurs étapes. Il y a l'hypersensibilité, il y a le premier contact, qui donne une hypersensibilité primaire. Bon, et ensuite, il y a le second contact où la réponse est massive et plus grave. Ah bon? Heureuse Anandé, il vous reste, c'est terminé. C'est totalement terminé. Mais avant de vous laisser partir, je veux parler de cette habitude-là. Puisque maintenant, c'est obligatoire d'avoir une ordonnance. Est-ce que si je vous envoie une ordonnance d'1 an, je peux avoir les médicaments? Alors, lorsque l'ordonnance est datée d'1 an, c'est que votre état pathologique n'est plus le même qu'il y a 1 an. Donc, évidemment, on ne peut pas délivrer... Encore qu'elle vient de dire que l'organisme évolue. Justement. Donc, ne pensez pas que vous allez pouvoir tromper les pharmaciens en envoyant une ordonnance qui date d'1 an. Dorénavant, eh bien, rendez-vous chez votre médecin pour recevoir votre ordonnance. Il y va de votre santé. Même si c'est pour un simple mal de tête. Exactement. Même si c'est pour un simple mal de tête. Heureuse Anandé et son invité vont nous laisser. Merci à vous. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous emmène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage.
tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. On passe à une autre rubrique, Autant savoir. Autant savoir ce soir s'intéresse à la lutte contre le travail des enfants et nous allons parler du rôle de l'Office central de protection des mineurs. Nous avons donc une charmante dame sur ce plateau. Il s'agit de Viviane Zohou. Bonsoir. Comment vous allez? Alors, vous êtes l'adjointe au chef de l'OCPM, c'est bien ça? Déjà, dites-nous, hein, pour vous, est-ce que vraiment les enfants ici au Bénin sont nombreux à travailler dans de mauvaises conditions? C'est vrai. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans de mauvaises conditions. Le législateur a mis de garde-fous à travers le code de l'enfant et à travers le code du travail, ce que nous essayons d'appliquer pour le bonheur des enfants. D'accord. Nous avons le code de l'enfant, nous avons le code du travail et pourtant le travail des enfants, on a parfois l'impression que ce n'est pas suffisamment bien encadré. Quel est le rôle de l'ECPN pour lutter contre ce travail des enfants? Ok. En fait, l'Office central de la protection des mineurs, c'est une unité spécialisée de la police républicaine qui est chargée de prévenir, de protéger et de réprimer. Et dans le cas d'espèce, ou en ce qui concerne le travail des enfants, nous faisons beaucoup de sensibilisation du point de vue préventif, notamment avec la Direction générale du travail, à travers la Direction des normes du travail. Et l'Office, personnellement, fait des sensibilisations sur toute l'étendue du territoire national. Vu l'ampleur du phénomène, et quelquefois le travail des enfants est souvent mêlé à des cas de maltraitance. Et cela nous amène à faire de la répression à travers nos investigations et nous appréhendons les auteurs que nous présentons au procureur. Et par rapport aux enfants, nous les prenons en charge puisque l'Office dispose d'un centre d'accueil de transit. Ah d'accord, donc l'Office a un centre de transit où vous accueillez ces enfants-là. Oui. Mais en attendant, hein, quand vous parlez de sensibilisation, la sensibilisation s'adresse à quelle couche? Puisque depuis des années que l'Office existe et que vous faites des sensibilisations, le phénomène est toujours existant. Dans nos marchés, on les voit, dans nos ruelles aussi, on les voit. Je suis sûre que peut-être même dans votre entourage immédiat, vous connaissez des enfants qui travaillent. Pourquoi cela? En fait, c'est l'inconscience de la population. Et du coup, au-delà de l'inconscience, il y a aussi la pauvreté. Et qui fait que les gens ne tiennent pas compte de l'intérêt réel de l'enfant et qui les exploitent à leur guise. Sinon, on ne cesse de faire la sensibilisation. La sensibilisation, c'est envers tout le monde. D'accord. Comment cela se passe? Vous faites des descentes inopinées sur le terrain, vous allez vers les parents? Nous allons vers les parents, pas plus tard au mois de décembre passé. Nous étions sur le terrain, et dans les communes, où nous avons réuni les élus locaux avec certaines femmes des marchés, à Poïkon, à Alada, et à Parakou, à Segbana. Donc nous faisons cette sensibilisation. Vous avez eu l'impression que le message est passé? Oui. Est-ce que les parents sont conscients? Les parents, certains parents sont conscients, mais compte tenu du fait qu'ils sont confrontés au problème de la pauvreté, certains disent qu'allons-nous faire? Et quand vous analysez, peut-être que les enfants qu'ils ont en leur possession viennent des milieux des plus démunis. Et ça amène certains parents à les orienter vers certaines personnes qui disent vouloir les prendre en charge. C'est vrai que certains le font très bien, mais d'autres ne prennent pas du tout. D'accord. Donc pour vous, hein, sous couvert de prise en charge, il y en a qui font travailler les enfants. Les enfants. Ça veut dire que dans ce cas, c'est une fraude, non? Ça devrait être puni. C'est puni. Je ne dirais pas que ce n'est pas puni. Oui. Ce que nous faisons à travers nos investigations, nous présentons même les gens au procureur de la République. D'accord. Et ça se passe également dans les autres départements où l'OCPM a des points focaux.
Ah, vous avez des points focaux dans d'autres départements? Dans d'autres départements. D'accord. Maintenant, au vu justement de ces répressions-là, au niveau des cas, est-ce qu'il vous arrive souvent de recevoir des cas de maltraitance, des enfants qui travaillent dans l'illégalité? On oublie toujours qu'avant 18 ans, un enfant n'a pas le droit de travailler. Oui, nous recevons beaucoup. Et c'est surtout les exploitations économiques, le travail au domicile, c'est suivi de maltraitance. Le phénomène de Vidomégon, comme on le dit. Qui nous reviennent chaque fois. Et donc, nous prenons toujours ces enfants-là en charge systématiquement. Lorsque les enfants nous parviennent comme ça, nous les prenons dans notre centre et nous les prenons en charge systématiquement sur tous les plans. Et ceci de concert avec les ministères sectoriels qui sont, les structures des ministères sectoriels qui sont impliqués, avec des ONG qui nous accompagnent pour que l'on puisse analyser ensemble ce qu'il faut pour l'enfant. S'il faut l'orienter dans un centre d'apprentissage avec des structures avec lesquelles nous travaillons, on essaie de le voir. Et que deviennent ses parents? Ça dépend du cas. Et généralement, nous faisons les procédures et nous les présentons. Surtout les enfants qui traversent, qui sont envoyés dans d'autres pays. Ok. Et qui nous parviennent, par exemple, du Nigeria, du Gabon. Pour la plupart du temps, nous montons les procédures et nous les présentons au procureur. Mais de l'autre côté, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants. Et c'est ça qui amène le judiciaire à voir un peu. Est-ce que l'envoi systématique des parents en prison règle le problème? Ce n'est pas toujours vérifié. D'accord. Et donc, nous essayons de voir ce qu'il y a des situations atténuantes. Voilà. Il faut réellement voir, apprécier. Parce qu'au-delà de tout, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'accord. Mais est-ce qu'il existe des exceptions où un enfant peut travailler sans que celui qui le fait travailler n'ait rien à craindre? Est-ce qu'il y a des exceptions à la règle? Oui, la loi l'a encadré. Oui. Le code de l'enfant l'a encadré. Oui. Et s'il faut qu'un enfant travaille, il y a l'âge qu'il faut, c'est au moins 14 ans. Et sans... Toutefois, on doit permettre à l'enfant, si l'enfant doit pouvoir poursuivre ses études, on doit lui permettre de poursuivre ses études. Et on ne va pas le faire subir à des travaux qui dépassent son âge, qui doit porter atteinte à sa santé, à son développement, à sa moralité. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Oui, mais maintenant, qui se charge du contrôle? Qui oblige cet tuteur-là à respecter la loi? En fait, c'est le travail de tout le monde. D'accord. Et ce travail, ce n'est pas le travail de l'Office central de la protection des mineurs seulement, c'est le travail de tout et chacun de nous, tout citoyen, tout individu qui voit un enfant et dans des conditions déplorables doit pouvoir saisir l'office ou une unité de police. Et face à ça, là, nous réagissons toujours. Et la sensibilisation, c'est pourquoi nous touchons toujours les élus locaux. Les élus locaux, les chefs quartiers, la population de manière générale, pour qu'ils sentent qu'il y a des gens qui ne savent même pas s'il existe un code de l'enfant qui encadre le travail des enfants. Ils disent, nous ne savions pas qu'il est interdit de faire travailler les enfants, de les faire vendre ainsi par-ci, par-là. Et donc, nous essayons de faire... D'accord. Mais quand, dans ce cas, ce n'est même pas un tuteur, c'est le parent même, parce qu'il a besoin de se faire assister, qui emmène sa fille au marché à venir vendre avec lui ou avec elle, par exemple, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que l'éducation, l'enfant doit aller à l'école. Il y a un âge, le cours primaire, l'enfant doit faire le cours primaire. Le cours primaire, il doit fréquenter, faire le premier cycle. Et s'il termine et qu'on voit que visiblement il ne peut pas évoluer, on ne peut pas le laisser à la maison, l'utiliser à d'autres fins, mais on peut toutefois l'envoyer en apprentissage et apprendre des métiers tout en aidant les parents. Ce n'est pas interdit, mais c'est encadré. C'est encadré. Oui. D'accord. Donc, c'est seulement dans le cas où les parents monétisent le travail des enfants, c'est là, c'est répréhensible. C'est ça qui est proscrit. Totalement proscrit. Et on ne peut pas envoyer l'enfant quelque part pour l'exploiter, en tirer de profit et l'utiliser à d'autres fins, c'est interdit. Ça fait des années qu'on dit que c'est interdit, pourtant le phénomène perdure. Ce qui est même dommage, c'est qu'à la fin, ces enfants se retrouvent sans rien, ils n'ont pas accès directement aux fruits de leurs efforts. Ça fait que des enfants travaillent peut-être des années, 5 ans, 10 ans,
10 ans après, l'enfant se rend compte que ce qu'on lui avait promis conserver, il ne l'a pas fait. Est-ce que l'enfant lui-même, quand il devient grand et qu'il est conscient, il peut porter plainte contre ces personnes-là qui l'auraient exploité? Tout à fait, et ça se fait. Et lorsque ces enfants se pointent, arrivent à l'Office central de protection des mineurs, nous interpellons les parents qui l'ont placé. Le plus souvent, c'est qu'ils utilisent ces enfants, ils disent ils iront travailler, économiser pour aller en apprentissage. Mais la réalité, les parents récupèrent les fonds, ils en disposent. Soit celui chez qui ou celle chez qui l'enfant a travaillé ne paye pas. Et dans ces conditions, nous invitons tout un chacun, nous agissons et on interpelle tous ceux qui sont interpellés. Si le tuteur ou celui qui avait la garde de l'enfant n'avait pas payé, on fait la procédure, on le présente et il est contraint de rembourser tout ce qu'il devait payer à l'enfant. Et au-delà de ça, s'il faut qu'il aille faire la prison selon le cas, le parquet se charge d'apprécier. D'accord. Maintenant, de quels moyens l'Office dispose pour pouvoir véritablement faire régner la loi comme on lui dit? L'Office central de protection des mineurs est animé par une vingtaine de fonctionnaires de police. Et au-delà de ça, l'État nous accompagne. J'ai dit tout à l'heure que... Vous travaillez avec d'autres structures? Nous travaillons avec d'autres structures, le ministère de la Famille, il y a l'UNICEF, l'OIM, il y a les ONG, les centres, les KPE avec qui nous travaillons. Nous travaillons avec beaucoup de structures qui interviennent dans la question de protection de l'enfant. D'accord. Et au-delà de ça, l'État nous accompagne beaucoup. D'accord. On dit souvent que tant que tout n'est pas encore fait, rien n'est fait. Et jusque-là, vous êtes là. L'Office existe déjà depuis combien d'années? L'Office central de protection des mineurs est créé en 1983 et connu sous le nom de la Brigade de protection des mineurs. Oui. Et est devenu office en 2008 et resté office avec la police républicaine. D'accord. Vous luttez seulement pour la protection de l'enfant. Et dans ce cadre, il y a le travail des enfants. Est-ce qu'il y a d'autres responsabilités dévouées à l'Office? Ah oui, nous luttons contre la traite des êtres humains. Ok. Et au-delà de la traite des êtres humains, toutes les questions qui touchent la famille, l'Office est présent. C'est pourquoi son nom en dit long. On dit l'Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains. D'accord. Donc, c'est de manière ramassée, c'est ce que nous faisons. Maintenant, dites-nous, malgré toutes ces années-là d'existence et tout le travail qui est abattu, et pourtant, le phénomène va en s'amplifiant. Est-ce que vous ne vous sentez pas parfois dépassé par toute cette lourde responsabilité? À quel niveau ça bloque? De quoi est-ce qu'on a besoin véritablement pour qu'on comprenne qu'il y a la loi et que si on ne respecte pas la loi, on va se faire emprisonner? Il faudrait que chacun de nous, notamment la population, prenne conscience de ce que le travail des enfants, l'utilisation abusive des enfants est prévue et punie par la loi. Et lorsque chaque adulte va prendre conscience de ce que les enfants ne doivent pas subir ces genres de choses, je crois qu'on ira de l'avant. Merci Viviane Zou, vous êtes la responsable adjointe de l'OCPM et avec vous, on s'est intéressé au rôle de l'Office central de protection des mineurs dans la lutte contre le travail des enfants. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour Autant Savoir. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Nous recevons à présent l'expert. L'expert est déjà là à nos côtés. Avec lui, on parle du plan de développement d'affaires. Un guide est désormais disponible, donc bonne nouvelle pour les futurs entrepreneurs. Nous recevons pour vous sur ce plateau Emilias Ainanon. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes entrepreneur vous-même? Oui.
et vous êtes co-auteur pour la mise à disposition d'un guide pour l'élaboration d'un plan de développement d'affaires. Avant tout propos, c'est quoi un plan de développement d'affaires? Un plan de développement d'affaires, madame, c'est un plan qui permet aux jeunes entrepreneurs et également ceux-là qui sont des aspirants en entrepreneuriat d'avoir un support qui leur permettra de faire accroître le chiffre d'affaires au sein de leur entreprise et également mener à bien les activités entrepreneuriales au sein de leur entreprise. D'accord, mais est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est indispensable pour un entrepreneur de se doter d'un plan de développement d'affaires? Je vous dirais oui, que c'est très indispensable d'avoir un plan de développement d'affaires, comme tout d'ailleurs c'est indispensable d'avoir un plan, un canevas de déroulement dans son entreprise pour pouvoir suivre comment vous évoluez, quelles sont les activités que vous planifiez. En matière de budgétisation, quelles sont les lignes budgétaires que vous associez à chaque activité et autres. C'est très indispensable aujourd'hui d'avoir un plan de développement d'affaires pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir faire accroître son chiffre d'affaires au sein de son entreprise. D'accord. Comment vous est venue l'idée d'élaborer ce guide-là pour aider les entrepreneurs à mettre en place leur plan de développement d'affaires? C'est très simple, ça a duré un temps. Le constat est parti du fait que on a constaté ces derniers mois et ces dernières années au Bénin que il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de primo-entrepreneurs qui, dès qu'ils rentrent en activité, la plupart d'entre eux disparaissent en moins d'1 an, en moins de 2 ans, en moins de 3 ans. Et également, non seulement ça, il y a le fort taux de concentration sectorielle de ces jeunes entrepreneurs qui s'explique par le fait qu'il y a une incapacité d'innovation et également le fait que ces jeunes-là aujourd'hui n'arrivent plus à vraiment prendre les risques. Et également, on a constaté que ces institutions qui accompagnent de temps à autre les jeunes entrepreneurs sont le plus souvent concentrés à Cotonou. Donc je veux parler de ces incubateurs, de ces organisations qui sont dans le domaine de l'accélération en croissance de ces entreprises sont installées à Cotonou. Donc nous avons pensé initier ce programme et de mettre sur pied un manuel du genre pour accompagner ces entrepreneurs afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences et également accroître le chiffre d'affaires au sein de leur entreprise. D'accord. Concrètement, quelle est la particularité de ce plan de développement d'affaires que vous proposez à travers ce guide? Ok, c'est très simple. Dans le contenu du document que vous voyez, qui est dénommé plan de développement d'affaires, ça a 2 composantes. Et ce que nous avons ici, c'est le manuel de l'entrepreneur. Nous avons aussi conçu un autre document qui est exclusivement un document qui est en ligne, qui est le manuel du mentorat. Nous allons revenir sur ça tout à l'heure. Ce document contient des questions essentielles pour permettre en fait aux entrepreneurs de pouvoir, ceux-là qui sont déjà en entreprise et également les primo-entrepreneurs d'aller répondre à ces questions-là pour pouvoir donner une direction à leur entreprise et savoir réellement ce qu'ils veulent au sein de l'entreprise afin d'apporter des solutions plus concrètes pour pouvoir résoudre les problèmes, les petites difficultés, les petits détails que généralement les jeunes entrepreneurs ne résout pas avant de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, dans ce livre, il y a beaucoup de domaines d'intérêt. Ça part de l'agriculture vers le transport, le tourisme et tout ça. Comment s'est menée l'étude pour que ce guide puisse répondre à tous ces différents secteurs d'activité? Ok, exactement. Ce que vous venez de citer, c'est une question qui est adressée directement aux entrepreneurs. C'est pour pouvoir les situer, pour voir un peu quels sont le centre d'intérêt. Parce que généralement, aujourd'hui, nous avons plein de jeunes qui, pas forcément, ne savent pas réellement dans quel domaine ils vont entreprendre. Et il y a beaucoup de suivisme. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans nos recoins à Cotonou, ici à Calavi, un peu partout, il y a des petites unités de production de jus d'ananas par-ci, par-là, et c'est très frappant à l'œil aujourd'hui. Ces petites questions, c'est pour
voir chez le jeune entrepreneur quel est le domaine qu'il veut vraiment embrasser. Si je vous comprends bien, c'est parti d'un constat. Les entrepreneurs parfois sont flous dans leur conception, dans leur idée d'entreprise. Exactement. Et avec le plan de développement d'affaires tel qu'il est proposé à travers votre guide, on restructure un peu l'entreprise. D'accord. Mais est-ce que c'est si facile d'utilisation? Est-ce qu'il suffit de cocher et de répondre aux questions pour que véritablement vous ayez un plan de développement d'affaires? Non, pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons à cet effet élaboré un manuel de mentor. Et c'est dans le cadre d'un programme bien précis que nous avons fait sortir ce document. Et le jeune entrepreneur qui remplit le manuel de l'entrepreneuriat a un mentor qui sera mis à disposition pour pouvoir lui donner des conseils, des orientations, afin de lui permettre de mieux gérer, de mieux répondre d'abord aux différentes questions qui sont posées dans le document, parce que c'est un document qui sera honnêtement rempli par l'entrepreneur, parce que ça reflète la réalité entrepreneuriale de ce jeune entrepreneur qui va s'approprier du document. Et lorsque nous allons le mettre en contact avec un mentor, le mentor a pour obligation ou non, pour devoir de pouvoir l'orienter, lui donner des conseils pratiques. Et c'est des mentors qui sont des entrepreneurs, des experts de différents pays de l'Afrique, dont le Kenya, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Nigeria, le Bénin et autres pays également. D'accord. Alors là, il y a des questions qui ont besoin d'études d'abord. Or, ici au Bénin, vous le savez très bien, pour entreprendre, la plupart du temps, on ne fait pas d'abord une étude de marché. Quand vous lui demandez quelle est votre cible, vous êtes sûr que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur béninois, tel qu'on le connaît, tel qu'on le définit, a déjà une cible bien précise à laquelle il s'adresse? Exactement. La plupart des jeunes aujourd'hui, avant de se lancer en entreprise, ne font pas, ne s'appesantissent pas sur ces détails-là. Et c'est ça qui fait que, généralement, quand ils se lancent en entreprise... Parce que finalement, ce n'est pas des détails. Hein? Quand ils se lancent en entreprise, ils échouent. Donc, c'est des questions qui apparaissent dans ce document pour lui permettre d'aller à la recherche de l'information et de lui permettre de savoir que c'est indispensable, avant de se lancer en entreprise, de faire une étude de marché, parce qu'il faut savoir quelle cible, quelle est votre cible et votre produit est adressé à qui? Quel est le positionnement que vous voulez avoir sur le marché? Justement, le positionnement. Oui. Quel est le positionnement que vous voulez avoir sur le marché? Donc, il faut forcément une segmentation. D'accord. Donc, à l'issue de remplissage de ce document, l'entrepreneur est capable, avec l'accompagnement du mentor, d'avoir les notions en segmentation de marché, en positionnement sur le marché, et également des notions en matière de stratégie marketing, afin de pouvoir faire accroître son chiffre d'affaires. Et également ses différents produits et services au sein de son entreprise. Vous êtes un entrepreneur aussi. Et vous avez vraiment l'impression qu'avec ce guide seul suffit pour qu'un entrepreneur puisse se retrouver dans le développement de son affaire, où il a besoin de se faire accompagner, même dans la réponse de ces différentes questions, c'est des questions bien précises. Est-ce que vous pensez que cela suffit pour qu'on puisse véritablement s'en sortir pour l'élaboration du plan de développement d'affaires? Je pense que c'est un document qui répond parfaitement aux différentes difficultés que nos jeunes entrepreneurs rencontrent aujourd'hui. Et nous, en représentant le programme qui avait sorti ce document, nous pensons que ça pourra aider les entrepreneurs à sortir de l'impasse. Et c'est une solution parmi tant d'autres. C'est une solution parmi tant d'autres qui peut aider les entrepreneurs à sortir de l'impasse. Merci à vous. Nous rappelons que vous êtes Emilias Ainanon, vous êtes entrepreneur et vous proposez un guide de plan de développement d'affaires qui sera lancé bientôt. Oui, bientôt. Nous allons lancer le document le vendredi prochain, le vendredi 25 janvier, au Champ d'Oiseaux à Cotonou. D'accord. Donc à 14h. Ok. Donc c'est une opportunité pour... Ce qui est sûr, c'est gratuit, hein, c'est pas payant. Oui, c'est gratuit. Et également, je tiens à le préciser... Le manuel aussi est gratuit. Le manuel est gratuit. Donc après le lancement, nous allons mettre le manuel en ligne
Okay. Et c'est pas seulement... C'est possible de le consulter en ligne. Exactement. Nous allons le mettre en ligne et le manuel de l'entrepreneur et le manuel du mentor. Merci à vous, Emilias Aïnano. Nous rappelons que vous êtes entrepreneur. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec vous. On s'est intéressé à un guide qui est désormais disponible pour l'élaboration du plan de développement d'affaires. Nous passons à une autre rubrique à présent. Que dis-je? Vous le savez, c'est 3 rubriques ce soir, donc c'est plutôt l'heure du journal. Donc on va au journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Séance d'échange entre Kémy Séba et les sympathisants de l'ONG Urgence panafricaniste. Cet activiste dénonce l'utilisation du franc CFA par la zone franc. La restitution dans un instant. Culture avec le rythme traditionnel avivi de la région d'Alada. Ce rythme en voie de disparition est ressuscité par le peuple Aïzor. Il tient à la conservation de son patrimoine immatériel. Les femmes agricoles du Sénégal ont reçu un accompagnement d'une coopérative espagnole. L'objectif est d'accroître leur rendement agricole pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'activiste Kémy Séba poursuit son combat contre le franc CFA et d'autres avantages que tire le franc, la France, pays colonisateur, sur les ressources en Afrique. À travers une sortie dite Tribunal populaire, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste s'est entretenu avec les étudiants et autres curieux sur plusieurs thématiques liées à l'utilisation de cette monnaie. Mathieu Sokenou et notre compagnie. Les valeurs de la France-Afrique, le franc CFA. Ainsi se résume la rencontre entre les membres de l'ONG Urgence panafricaniste et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Selon ces panafricanistes, l'Afrique doit être libérée du joug colonial, notamment sa monnaie, qu'est le franc CFA. Une monnaie frappée par la France depuis 1945. À la suite de la ratification de l'accord de Bretton Woods. Plus de 70 ans après, son utilisation suscite des controverses. Au Bénin, ce combat de voir disparaître le franc CFA est porté par l'activiste Kémy Séba, celui-là même qui se fait appeler panafricaniste. Nous avons eu assez de technocrates, nous avons eu assez de francolâtres. Nous avons eu assez d'occidentalolâtres qui aiment l'Occident plus que l'Occident s'aime lui-même. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens qui aiment l'Afrique plus que l'Afrique s'aime elle-même et qui sont prêts à se saigner pour que cette dernière puisse être libérée. Il est temps que l'Africain accepte d'être libre, même si pour cela il doit être pauvre, plutôt que d'être riche et d'être un esclave. Plusieurs thématiques ont été abordées. De la question du franc CFA, en passant par les aides publiques au développement et à l'ingérence de la France dans la gouvernance africaine, tout est passé au peigne fin avec le public, composé en majorité d'étudiants. Quand nous avons besoin de financer notre éducation, nous sommes obligés de faire recours à la France. Si nous avons besoin de 10 milliards pour investir dans l'éducation, la France peut dire, mais moi, je ne vous donne pas 10 milliards, mais je vous donne peut-être 1 milliard. Ou soit moi, je ne veux pas investir dans l'éducation, mais je veux investir dans les infrastructures routières. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ça parce que quoi? Notre argent se trouve dans sa main. On nous enseigne à l'école de Gaulle, celui qui a tué des milliers d'êtres humains. On nous enseigne Hitler. Et partout, on nous parle de Victor Hugo, le poète, l'artiste, celui qui est contre les Noirs. Ce sont ces gens qui nous enseignent comme des modèles. Or, il y a des Tchèques Anta Diop, il y a des Béanzins, il y a tout ce monde. Il faut que nous mettions la France dehors de toute l'Afrique. Je suis français, je suis blanc, mais je suis 100% avec vous et avec l'Afrique, en fait avec Mao, avec la vérité, avec la justice. Et quand on dit qu'il faut chasser la France, qu'il faut chasser tout ça,
Je suis d'accord. En organisant cette rencontre dite Tribunal populaire, l'ONG Urgence panafricaniste, présidée par Kémy Séba, voudrait faire prendre conscience à la jeunesse africaine en général et celle béninoise en particulier. Nous ne pourrons pas dire éternellement la France nous force à accepter ce deal, c'est faux. La France maintient un système de domination, c'est vrai. Mais si la population africaine, si nos dirigeants africains prenaient ces responsabilités, nous serions capables de sortir du franc CFA. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Mais dès lors que, comme le disait Kakonou Boubko, il y a cette thématique et cette dimension de la servitude volontaire, nous ne pouvons pas être étonnés du système de prédation dans lequel nous vivons. On dit toujours que pour qu'il y ait oppression, il faut qu'il y ait un oppresseur, mais il faut aussi qu'il y ait un opprimé. Ainsi, Kémy Séba et les siens remettent en cause la relation France-Afrique, longtemps entretenue. Au-delà de ce combat, le numéro 1 de l'ONG Urgence panafricaniste a des velléités politiques. Le rythme traditionnel à Vivi, généralement joué lors des funérailles à Alada, va de nouveau entrer dans les habitudes. Les natifs aïzors de la région ont modernisé cette cadence qui peut désormais se jouer à toutes les occasions. Reportage. Ces pas de danse reflètent un rythme resté longtemps inconnu du grand public. Il s'agit de Avivi, un rythme du peuple aïzor qui se jouait uniquement lors du décès des têtes couronnées. Ce patrimoine immatériel en voie de disparition vient d'être rénové avec la volonté affichée de ces ténors. Ce rythme a vu le jour suite à deux jeunes gens. Il s'agit d'un garçon et d'une fille qui sont allés prendre de l'eau au marigot. Arrivés là-bas, ils ont décidé de se reposer. C'est de là que l'idée de jouer au tam-tam leur est venue. Mais eux, ils se sont servis du coussinet et du canari. Cette combinaison de matériel leur a permis d'obtenir le rythme à Vivi. Loin de son aspect cultuel qui consiste à honorer uniquement les rois décédés, le rythme Avivi sera désormais joué partout et en toutes circonstances. Le rythme Avivi est un rythme qui anciennement était exécuté comme d'ailleurs tous les rythmes de notre pays lors des obsèques, lors des funérailles. Mais chemin faisant, le rythme Avivi a évolué et de plus en plus aujourd'hui, on peut voir ce rythme dans toutes les manifestations culturelles et récréatives. Avant, c'était le rythme des morts et cela repoussait tout le monde. C'est un rythme qui se jouait avec des canaris conçus à base de l'argile. Lors des décès, on ne fait jamais entrer le canari par l'entrée principale des maisons mortuaires. La renaissance du rythme Avivi procure fierté et épanouissement aux natifs aïzors. Ma joie est grande. Avant, c'était juste pour les funérailles qu'on jouait ce rythme, mais aujourd'hui, on peut le jouer à n'importe quelle manifestation. Avec la valorisation du rythme Avivi, c'est le patrimoine immatériel béninois qui est ainsi conservé et vivifié. Cela pour assurer le développement socio-culturel du Bénin. Au Sénégal, la coopération espagnole est allée au chevet des femmes agricoles pour leur donner une formation dans le domaine de l'agriculture. L'objectif est d'accroître le rendement agricole pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Reportage. Dans ce centre de formation, l'agriculture est au cœur des activités. Venu inaugurer l'infrastructure, le ministre de l'Agriculture et l'ambassadeur d'Espagne au Sénégal n'ont pas manqué de mettre la main à la pâte.
Ici, les femmes de Dioula-Colon, dans la région de Kolda, cultivent mais aussi transforment les produits locaux. Un centre installé par l'ONG espagnole AIDA qui a changé la vie de ces populations. Actuellement, il y a une amélioration totale de notre alimentation, de notre façon de vivre, mais également nous gagnons de l'argent pour pouvoir prendre en charge d'autres préoccupations. À Ziguinchor, une autre localité, mais la même activité, à Kabylie Caribou, elles sont plus de 150 femmes à exploiter ce bloc maraîcher. Le programme Karongen, exécuté par l'ONG Manos Unidas, a permis à ces dames de multiplier par 5 les revenus de leur foyer. Les recettes, c'est ça qu'on prend pour faire la scolarité de nos enfants, les fournitures, inscriptions. Vraiment, nous sommes très fiers. Et aussi la cuisine. En plus, elles ont réinvesti les bénéfices. C'est avec l'argent du bloc maraîcher qu'elles ont construit le poulailler. Et avec l'argent du poulailler et du jardin, elles ont également construit l'unité de transformation à côté. Et pourtant, quelques problèmes demeurent, notamment l'eau et la surface cultivable, des préoccupations que le directeur général de l'ANIDA compte solutionner. ANIDA, au nom de l'État du Sénégal, va réaliser dans les meilleurs délais un deuxième puits qui va permettre donc d'améliorer la disponibilité de l'eau et probablement même d'élargir la superficie qui est ainsi aménagée et mise en valeur. L'amélioration des conditions de vie de ces populations est une réalité, mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres impacts. Il y a un impact sur la qualité de vie des personnes, un impact sur la vie des enfants au sein de chaque famille. Et ce sont peut-être une partie des préalables qu'il faut faire face pour vraiment avoir du développement d'une paix durable dans cette région de Fouagny. À Dioula-Colon comme à Kabylie Caribou, ce sont des modèles réussis qui sont instaurés. Des modèles que l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole ANEDA veut démultiplier. D'ici 2050, les 10 milliards de personnes qui devraient peupler la planète pourront répondre à leurs besoins alimentaires à condition de revoir les habitudes alimentaires actuelles. C'est ce qu'estime un rapport de la revue médicale britannique The Lancet, publié conjointement avec la fondation suédoise EAT. Dans cette optique, les experts préconisent l'instauration d'un régime de santé planétaire permettant de fournir un apport journalier de 2500 calories à chaque être humain. Ce chiffre représente un recul par rapport à la moyenne des nations riches, 3700 calories, et une progression comparativement à la statistique des pays pauvres, 2700 calories. Cette solution vise à promouvoir une alimentation saine dans un contexte où près de 2,4 milliards de personnes sont affectées par la surconsommation avec des maladies comme le diabète et l'hypertension. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Merci à vous, Nadège Sani. On vous retrouve avec grand plaisir demain. En attendant, nous vous faisons le rappel de la météo, mesdames et messieurs, surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Le rappel de la question de la semaine à présent. La question de la semaine dit ceci. Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Notre instant citation. À présent, la citation du jour nous vient de Mark Twain et la citation dit ceci: le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certains et qui ne l'est pas. Le danger, ce n'est pas ce qu'on ignore, c'est ce que l'on tient pour certains et qui ne l'est pas. Mesdames et messieurs, terminus, tout le monde descend. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. On se dit à demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.